Donc en fait, il y a un Messias Echarim incroyable qui dit la chose suivante. Nimtza shekemo sherov itbonenut a itbonen ou aderech liknot airat midit, que c'est le fait de multiplier la réflexion qui permet d'acquérir une crainte perpétuelle. D'accord ? On a déjà expliqué plusieurs fois que la crainte de Dieu, n'a pas de dimension anxiogène, malgré son nom. C'est une conscience exacerbée de l'existence et de la présence divine, et de l'intervention divine. Maintenant, un homme, toute sa vie, il crée cette crainte, il crée cette conscience. Alors, pour ceux que ça traumatise, parce qu'il va dire, attends, on a déjà tellement de peur, on ne va pas se rajouter une peur. Mais en vérité, il s'agit plus d'une conscience que d'une peur. Comme quelqu'un qui est marié, par exemple, il est conscient qu'il est marié. Ça va ? Il n'est pas traumatisé d'être marié. Mais s'il se surprend lui-même à draguer alors qu'il est marié, il doit se demander si, au fond, il est marié. D'accord ? C'est pareil, quelqu'un qui a des enfants, il a ce qu'on appelle la conscience parentale. Donc il a le souci, où il est mon fils, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il est bien ? Est-ce qu'il est malheureux ? Donc il a développé la conscience parentale. Quelqu'un qui travaille honnêtement, il a la conscience professionnelle. Parce qu'il ne peut pas partir du travail, parce que le contrat n'est pas fini, parce que le client n'est pas content. Il doit faire la conscience personnelle. Par exemple, la conscience d'être. C'est très important. Malgré tout ce que vous fumez, tout ce que vous buvez, vous devez garder quand même la conscience d'être. Ça va ? Et bien tout ça, en fait, tout ça, c'est englobé à l'intérieur de la crainte de Dieu. Parce que Hachem, il te demande justement d'avoir la conscience que tu es marié, la conscience que tu es juif, la conscience que tu es parent, la conscience que tu es responsable, la conscience qu'on te regarde, la conscience que tu représentes le peuple juif. Donc toutes les consciences cumulées, elles s'inscrivent dans la crainte, dans la conscience de Dieu. Vous me suivez ou... Voilà. Donc si on relit le mot, Sherov itbonen ou aderech lidknot a irat midit. C'est-à-dire que c'est la multiplication de la réflexion, c'est ce qui permet d'avoir cette crainte perpétuelle, c'est-à-dire d'avoir cette conscience perpétuelle, d'avoir Hachem en face de soi. Maintenant, c'est intéressant que le mot leitbonen, qui veut dire réfléchir, il vient du mot bonnet, qui veut dire construire. Donc quand quelqu'un réfléchit, il peut laisser son esprit vaquer, il peut délirer, il peut improviser, ou alors il peut avoir un raisonnement construit. Donc là, on parle d'un raisonnement qui est construit. C'est-à-dire que quelqu'un, il doit avoir une démarche, une feuille de route de construction dans sa crainte. C'est pas simplement de dire, allez, je vais lire beaucoup de Teilim, d'accord, ou je vais apprendre par cœur le Shulchan Aruch, ou alors je vais écouter des histoires qui font très très peur sur le cancer que je vais attraper si je suis pas Shomer Shabbat. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la crainte. La crainte, c'est le fruit de l'étude. C'est pour ça qu'il dit Ken esiyah hada'at ou bitul ayun ou amafsik agadol shela. C'est-à-dire que puisque la perpétuité dans l'étude permet d'avoir cette continuité dans la crainte, de la même manière, le fait de se couper de ça, esiyah hada'at, en fait, c'est la perte de présence d'esprit. Quand quelqu'un n'a plus la présence d'esprit, quand quelqu'un perd conscience, c'est esiyah hada'at. Ça veut dire que le da'at, on l'a expliqué déjà 100 millions de fois, que le da'at, c'est la conscience, c'est une des lectures. Donc c'est l'arc électrique établi entre moi et la réalité qui est en face de moi. C'est ça le da'at. Maintenant, quand quelqu'un a esiyah da'at, il perd conscience. D'accord ? Maintenant, il perd conscience parce qu'il est dans le coma. Il perd conscience parce qu'il ne se rend pas compte de l'importance des choses. Il perd conscience parce qu'il a la tête ailleurs, parce que son esprit est dispersé. Il perd conscience parce que son Yetzer Hara a pris en charge son flux existentiel, ce qu'on appelle une dérive des flux existentiels. Ouais, toi, tu viens avec une bonne intention et d'un seul coup, tu parles d'un sujet qui n'a aucun rapport. Du coup, ça démarre une bagarre. Après, tu dis, mais pourquoi on s'est insulté ? Pourtant, tu étais venu avec une bonne intention. Ouais, tu étais venu lui dire, c'est dommage que tu arrives en retard. Et d'un seul coup, ouais, j'en ai marre, tu arrives en retard. De toute façon, toute votre famille, vous êtes tous en retard. Toi-même, tu es un attardé. Mais regarde d'où c'est parti. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, tu as lâché le volant. D'accord ? Tu as lâché la maîtrise de ton flux existentiel, et comme le vide n'existe pas, parce que la nature n'aime pas le vide, donc automatiquement ton esprit a été pris en charge par ton Yetzer Hara. Donc tu t'es dépersonnalisé. Maintenant tu pourras toujours dire c'était plus fort que moi, je n'étais pas moi-même, les mots m'ont échappé, c'est pas ce que je voulais dire,
je m'y attendais pas du tout, je me rendais pas compte de l'importance. Ça, c'est après la semaine à penser que c'était à cause de l'autre. Parce que c'est ça l'intérêt d'être deux dans une situation, c'est qu'on peut accuser l'autre. Mais après que tu as fait tes chouvas sur ta bonnerie, enfin sur ton incapacité à te remettre en cause, tu vas revenir à quelque chose de plus raisonnable qui s'appelle quelle est ta part, et là, en fait, tu vas reprendre contact avec toi-même. Pour ça que tu vas dire en français, j'ai pris conscience. En français, tu dis, après la colère, tu dis, j'ai retrouvé mes esprits, comme s'ils étaient perdus quelque part dans le grenier. Donc en fait, l'idée, c'est ça. C'est qu'un homme, normalement, un homme ne doit jamais perdre l'esprit. Jamais perdre le contact, jamais perdre la conscience. Je sais que c'est exigeant parce que les gens, ils passent leur vie à essayer d'échapper à la réalité, soit par l'alcool, la drogue, soit par les nerfs, soit par l'accusation, soit par le transfert de culpabilité. Mais c'est dommage. Parce que, puisqu'on a dit que la conscience, c'est l'arc électrique qui s'établit entre toi et la réalité, et que le lien avec la réalité, c'est ce qui fait que la réalité t'appartient. Donc la vraie question, c'est que, étant donné que tout ce dont tu n'es pas conscient n'est pas lié à toi, donc tu n'as pas vécu ce dont tu n'es pas conscient. Je ne sais pas si vous... Maintenant, si jusqu'à l'âge de 15 ans, tu ne savais même pas que tu existais, et un jour, en éclatant un bouton d'acné, tu t'es dit, mince, mais il y a un gars derrière. Mais à ce moment-là, manque de peau, paf, révolution sexuelle, découverte du sexe opposé, dans le meilleur des cas, oui. Juste à ce moment-là, restez calme, juste à ce moment-là, crise parentale, donc rejet maintenant des repères, et après en même temps, envie de s'attarder sur des recherches en anatomie pour essayer de percevoir le secret de l'attirance équatoriale de l'autre, d'accord ? Juste après, tu rencontres la personne. Juste après, on te demande, décide de quel métier tu vas faire, quelle étude tu vas faire. Donc, tu n'es toujours pas toi-même parce que tu es pris dans un stress social de avec qui tu es, stress social de qu'est-ce que tu deviens plus tard, stress social de combien tu gagnes. Après, tu rencontres la personne et préparatif de mariage, tu t'es toujours pas rencontré. Après, elle est enceinte, bon, vite, il faut assumer. Après, tu es dans le choc de payer l'appartement, de préparer la bar mitzvah. Et à la bar mitzvah de ton fils, d'un seul coup, tu te demandes, tu te dis, mais quel choix j'ai fait dans ma vie ? Puisque j'étais pris dans une mécanique, une avalanche de faits qui ont fait de moi ce que je suis. Toi, tu confonds le verbe être et le verbe faire. Rappelez-vous, à l'école, toujours le prof, il disait, je ne veux pas que vous employiez le verbe faire. On a des millions de verbes en français, donc vous devez affiner votre vocabulaire. Ouais. Mais c'est pas le principe de créer, c'est d'avoir un vocabulaire châtié et riche et varié. Non, c'est que les nuances du verbe faire, en fait, ce sont les nuances de ta personnalité. Donc quand tu ne sais pas quoi faire, en fait, tu ne sais pas quoi être. Parce que toi, tu crois que tu es né pour faire. Mais les machines ont été créées pour faire. Mais toi, tu as été créé pour être. Et même ce que tu fais, c'est pour être. Maintenant, si tu es tellement occupé à faire que tu as oublié d'être, c'est normal qu'à 45 ans, tu pètes un câble. Parce que tu dis quoi ? Mais j'ai passé ma vie à faire et j'ai oublié d'être. Alors on a créé le Xanax, le Tranxène, la relaxation, les vitamines illégales, la bourra, parmi les bienfaits de l'humanité. Oui. Mais pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, il y a eu un Essiyah Hada'at, c'est-à-dire il y a une perte de conscience. Mais le problème, c'est que quand on parle de perte de conscience, c'est qu'on parle de quelqu'un qui est conscient, et de temps en temps, il a une perte de conscience. Vous me suivez ou là ? Donc normalement, la définition de la maturité, c'est que tu es tout le temps conscient, et de temps en temps, tu perds conscience. Mais si c'était le contraire, si on parle de gens qui sont inconscients pendant des années, et de temps en temps, ils ont une agression de l'autre, en fin de compte, qui les oblige à être conscients. Parce que ta femme, elle te dit, regarde comment tu te conduis. Ton mari te dit, est-ce que c'est normal d'agir pareillement ? Tes enfants, ils te disent, mais papa, t'es un gamin. Ton patron, il te dit, mais je comprends pas, c'est quoi ce chiffre ? Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu te sens remis en cause. En vérité, tu te sens obligé de prendre conscience. Maintenant, il se pose une vraie question. Pourquoi
la prise de conscience est vécue comme une agression. C'est normal d'être conscient. Oui, non? Vous me dites si j'exagère. Alors, il y a un phénomène extraordinaire. Tout le monde l'a vécu, ça. Vraiment. Vous avez fait une bonne sieste, Shabbat après-midi. D'accord? Vous avez bien dormi. Vous avez dormi 3-4 heures ou là 5 heures. Ça veut dire que vous êtes chargé à bloc. Même l'ordinateur, il vous met surcharge. D'accord? Et vous êtes tranquille, allongé sur le lit, détendu. Et vous êtes seul. 2 fois détendu. D'accord? Et vous entendez des pas dans le couloir. En fait, c'est votre femme qui vient pour réveiller, pour Mincha, ou votre fils qui vient vous demander un truc ou quoi. Et là, il se passe un truc incroyable, mais c'est un phénomène psychiatrique. Et vraiment, j'ai posé la question à des psychologues, des psychanalystes, des neurologues, des neuropsychiatres, des plombiers. J'essaye de trouver des solutions. Ouais. Le gars, il rentre, et à la seconde où il rentre, tu fais semblant de dormir. Pourquoi? C'est bizarre, non? Pourquoi tu fais semblant de dormir? Je sais pas, un réflexe. Après, tu vas dire, ouais, j'ai pas envie de me prendre la tête, elle va me saouler avec ses questions. Mais au départ, il n'y avait rien. Tu n'as même pas pensé le pourquoi du comment. Mais il y a un naturel d'aller fermer les yeux et de faire semblant de dormir. Après, tu as ceux qui insistent, les mythos. D'accord? Maurice, lève-toi, lève-toi. Oh, fais genre, il dort. Après, étant donné que tu l'as réveillé, il est de mauvaise humeur. Mais il était très bien. Ouais, pourquoi tu me réveilles, tu me saoules, tu prends la tête. Toi, ta race, ta famille. Mais il allait très bien. C'est un truc très bizarre. Le gars, il était bien. Après, il fait semblant de dormir. Du coup, comme il fait semblant de dormir, il est obligé de mentir. Donc, du coup, il est obligé de dire qu'il est de mauvaise humeur. Genre, tu l'as réveillé en sursaut alors qu'il était réveillé. Je pose la question la plus idiote du monde. À quoi ça sert? Vous avez bien compris l'exemple ou non? Oui, non, oui, non. Maintenant, venez, on transfère cet exemple dans la vie. C'est quoi le sommeil? Le sommeil, c'est le coma. Tu es en dehors de la réalité. D'accord? Maintenant, quand tu dors, tu es en dehors de la réalité. Mais quand tu fais semblant de dormir, attention, tu n'es pas en dehors de la réalité, mais tu te mets en dehors de la réalité. Vous me suivez ou? D'accord. Maintenant, tu peux faire semblant de dormir que dans ton couple, tout est la faute de l'autre. Tu peux faire semblant de dormir que c'est pas ton problème l'éducation. Tu peux faire semblant de dormir que le judaïsme, c'est du folklore australien qui a été créé pour mettre de l'ambiance avec la tradition d'un certain patrimoine intéressant. Mais comment des mecs qui avaient 10 fois le QI de Einstein, tu crois qu'ils ont passé leur vie à étudier un truc aussi débile que la Mimouna? Donc quand toi, tu te mens à toi-même de croire que la Torah, elle est débile, ouais, ça veut dire que tu insultes tous les chachamim qui avaient 100 000 fois ton cerveau. Donc c'est aussi une façon de faire semblant de dormir. Vous me suivez ou... Ouais. Ou ton patron, il te dit, écoute, tu pourrais réussir, fais semblant de dormir. Ton père, il te dit, allez, mets-toi au boulot, écoute, on est à 2 mois du bac, semblant de dormir. D'accord? Tu fais genre, t'es énervé parce que... Et quand l'autre t'oblige à te réveiller, parce que tu te dis, écoute, faut te réveiller, on est à 2 mois du bac, faut te réveiller, j'ai pris rendez-vous chez l'avocat, faut te réveiller, on a trouvé de la coke dans le sac de ton fils. Quand je t'oblige à te réveiller, qu'est-ce que tu fais? Bien que tu faisais semblant de dormir, tu t'énerves. Pourquoi tu me réveilles? C'est pas mon problème. De toute façon, tu m'as jamais écouté. De toute façon, toi et ton fils, vous êtes tous la même race. Pourquoi? Mais de toute façon, tu dormais pas. Tu faisais semblant de dormir. Alors pourquoi tu le prends mal que l'autre te réveille? Mais au contraire, il te rend service. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous comprenez le niveau de mytho maintenant. Déjà, tu dormais pas, tu faisais semblant de dormir. Maintenant, tu fais semblant que tu es en colère. Maintenant, tu fais semblant que c'est la faute de l'autre. Alors, la vraie question, c'est pas à qui c'est la faute. Ouais, tu vas pas nous la jouer maintenant. D'accord? C'est trop injuste. Ou alors, Cosette. Non. En vérité, dans le fond, c'est pas intéressant de savoir qui a raison, qui a tort. Ce qui est intéressant, c'est, comme disait le Rav Colombo, la question primordiale, c'est à qui profite le crime. Vous me suivez ou... Donc tout ce temps-là,
que tu passes à te prendre la tête, et tout ce temps que tu passes à accuser l'autre, et tout ce temps que tu te mets dans des histoires qui n'ont aucun intérêt pour éviter de poser les vraies questions, et tout ce temps où tu cherches des solutions, tu sais qu'elles n'aboutiront jamais parce que tu ne veux pas poser le vrai problème, tout ce temps-là, à qui profite le crime? De quel crime on parle? De la vie que tu n'as pas vécue. Parce que je vais vous le dire, je m'excuse, c'est le dernier cours et j'essaie d'être positif, mais pendant tout ce temps-là, le temps il continue à passer. C'est ça qui est abominable avec la montre. C'est que les gens sont convaincus que pendant qu'ils réfléchissent, ou tant qu'ils n'ont pas décidé, ou tant qu'on n'aura pas donné les moyens, ou tant que ça ne va pas exactement comme ils voulaient, tout ce temps-là, le temps il s'arrête. Vous me suivez ou non? Comme si le bon Dieu, il a mis arrêt sur image le temps que tu décides. On a arrêté tout l'univers parce que monsieur réfléchit. C'est faux. C'est pas comme ça. Je sais que ça a l'air débile. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont le temps, mais écoute, je prends mon temps, je donne du temps au temps, j'ai besoin de sentir, j'ai besoin que ça vienne, j'ai besoin que ça se présente, j'ai besoin que ça soit. Eh ben c'est faux. Je m'excuse de vous réveiller d'un coma avancé. C'est que pendant que tu réfléchis, la situation, elle évolue. Les trains, ils partent. Les magasins, ils se vendent. Les gens, ils se marient. La grossesse, elle avance. Les cheveux, ils tombent. Le ventre, il s'épaissit. Et toi, tu dis, mais j'ai pas donné mon avis, j'ai pas donné mon autorisation. Et la vie, elle avance. Donc, en vérité, le vrai problème, et c'est ça que je dis, le crime auquel tu dois réfléchir, c'est que quand toi, tu te déconnectes, d'accord? Mais l'histoire, elle continue. Imagine, tu vas pour dormir, je suis fatigué, j'ai passé une semaine vraiment naze, je suis fatigué, je suis épuisé, j'ai besoin de bien dormir. Bon. Et puis tu prends un petit cachet, tu dis comme ça, je vais dormir mes 8 heures, sans souci, sans rien, je vais penser à rien. Et tu t'endors, et tu te réveilles, et tu regardes ta montre, et tu te rends compte que tu as dormi 9 ans. Tu vois ton fils, il dit, bon papa, vite, on t'attend à la synagogue. Tu dis, mais t'as pas fait ta bar mitzvah. Papa, c'est le mariage. Ta femme, elle a marre d'attendre, du coup, le voisin l'a aidé à assumer. Ouais. Le business, l'associé, il a dit que tu venais pas, il a liquidé tes affaires. 8 ans! On peut dormir 8 ans! Tout ça pour vous expliquer la phrase du Messie Técharim. Il dit Ken Esia Hadaat ou Bitul Ayun ou Amafsid Agadol Shela. C'est que si la conscience, on a dit, ce niveau de crainte d'Hachem permanent vient d'un travail dans l'étude, c'est-à-dire d'un effort de se mettre en situation de conscience, en situation de réflexion, en situation d'action, en situation d'investissement, si je ne suis pas dans cette dynamique-là de lien, eh ben quand j'ai lâché la corde, ouais, ce qu'on appelle le lâcher prise, mais dans le négatif, ouais, donc je m'éloigne. C'est vrai que les gens ils te disent, écoutez, les sentiments ne sont plus là, on n'a plus le même investissement, même la teshuva, c'est plus comme c'était, même la prière, c'est plus pareil, même l'étude. Mais tu t'es éloigné. Tu arrêtes d'aller à des cours, vous avez plus de dialogue entre vous, tu fais plus de sport, tu t'investis pas dans tes choix, tu entretiens pas ton appétit, eh ben, c'est ça. C'est le bateau, il est accroché au port, et puis tu le détaches, il s'éloigne. Tu dis, mais pourquoi? Mais c'est ça la différence entre la mer et la terre. La terre, si tu détaches quelque chose, l'objet il reste sur place. Mais la mer, il bouge. C'est pour ça qu'on appelle ça la mer. Parce que quand tu te détaches, tu sens que tu es vraiment dans la mer. C'est pour ça que tu es obligé de nager. Ne nage pas, détends-toi. Tu dis, mais je ne vais pas me noyer. Donc tu nages. Pour maintenir le cap, tu nages. Ouais, pour aller à contre-courant, tu nages. Pour aller quelque part, tu nages. Dans la mer, tu es condamné à bouger. Alors c'est quoi bouger? Bouger, c'est s'adapter. Bouger, c'est s'investir. Bouger, c'est changer. Bouger, c'est entretenir. Bouger, c'est évoluer. Ce matin, j'ai reçu un couple très, très fatigant. Pas le couple, hein, la situation.
À la fin, je ne sais plus quoi leur dire. Je leur dis, mais je ne comprends pas. Les téléphones font des mises à jour. Les logiciels font des mises à jour. Les gouvernements font des mises à jour. Et votre couple, il ne fait pas de mise à jour. Mais 35 ans sans mise à jour, mais tu te rends compte, tu travailles encore avec Windows 95. On est en 2018 et tu me dis comment ça se fait que ça bug. Mais il faut faire une mise à jour. Oh, mais moi, je ne le connais pas, le nouveau Windows, je comprends rien, toutes ces fenêtres, tous ces trucs. Moi, je suis dans mon truc, tranquille, facile. Mais il veut même plus de ton Word. Il veut même pas de ton publisher, il veut même pas de ton Internet, il veut même pas de ton imprimante. C'est Windows 95. Vous me suivez ou... Voilà. Eh bien, tous les logiciels que tu mets sur ton ordinateur ont besoin de mise à jour. Pourquoi ? Parce que une fois, il y a un gars comme ça. Je lui fais un programme, je lui envoie des cours. Et je lui envoie des fichiers qu'il doit lire pour pouvoir utiliser les cours. Un programme de travail. Le mec, il me dira, j'arrive pas à ouvrir les fichiers. Je dis, ben, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. C'est pas grave. Alors, et au bout d'une demi-heure, je lui dis, mais attends, mais quel logiciel tu utilises ? Ah, mais je sais pas ce qui me sort, un micro aux pointes, je sais pas quoi, un truc, genre, un truc gratuit, mais référencé sur barredefer.fr. Je dis, mais t'as pas Office ? Mais je dis, mais Office, c'est d'Office. T'as pas Office. Donc, quand toi, tu reçois le fichier Word, tu peux pas l'ouvrir, parce que t'as pas Word. Ça va ? Oui, non ? Oui. Maintenant, la vie, c'est quoi ? La personne, c'est un ordinateur. Dedans, tu installes des fichiers. Tu installes des logiciels. Il y a un logiciel qui s'appelle la patience. D'accord ? Il y a un logiciel qui s'appelle la persévérance. Il y a un logiciel qui s'appelle la compréhension. Il y a un logiciel qui s'appelle l'adaptation. Tu vas recevoir des fichiers. C'est quoi des fichiers ? Ben, un mec qui t'énerve. D'accord ? Ou alors l'enfant, il a grandi. Ou alors le client, il est saoulant. Ou alors... Mais toi, tu t'en fous quand tu reçois le fichier. Parce que tu as le logiciel. Tu peux l'ouvrir. Ça va ? Mais si toi, tu utilises encore ton logiciel de patience quand l'enfant il est né, mais il ne marche pas pour les nerfs d'un gosse de 16 ans, puisque tu n'as pas fait de mise à jour. Quand tu as 25 ans de mariage, ça ne te sert à rien les logiciels que tu avais le lendemain de la repas. Mon amour, mon cœur, ma vie, mon cœur. Tu dis, écoute mon chéri, ma vie, mon cœur, c'est bon là, d'accord ? Ça fait 17 ans que tu rôtes à table, c'est fini ça. Les gros mots en fin de phrase, tu les oublies. Ouais, mais tu sais, j'ai pas fait de mise à jour, et puis ma mère, elle m'a jamais fait de remarques. Ok, mais ton père s'est pendu. Bon, c'est vrai, d'accord. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu dois faire une mise à jour des logiciels de ton couple. On appelle ça en hébreu avodat amidot. Il faut travailler les midot. Sinon, t'es décalé. Tu vois, tu dis le mec, il est décalé. Puis t'as pas compris que ta fille, elle a 22 ans. Ouais, mais pour qui elle se prend, tu te rends compte, elle met une jupe. Ben, elle a 22 ans. Ouais, mais elle veut sortir. Mais elle a 22 ans. Non, mais c'est pas qui ? Elle a 22 ans. Si l'autre, elle te dit, je vais me faire épiler, et qu'elle a 8 ans, tu dis, ok, c'est de la précocité anormale. Mais 22 ans, elle va pas te demander la permission d'aller chez le coiffeur. Eh ben, chez nous, ça se faisait pas. Au Maroc, c'était pas comme ça. Oui, à Ouarzazate, en 1721. Mais là, ça a changé le monde. Donc, tu as un problème de mise à jour. Ben, le problème, c'est que la vie, elle bouge tellement, et ça change tellement vite, que tu es pratiquement obligé de faire une mise à jour par jour. Qu'est-ce que c'est la mise à jour ? C'est ce qui est marqué ici. Ouais, c'est les idbonen, de réfléchir et d'étudier. Étudier, réfléchir, étudier, réfléchir, étudier, réfléchir, étudier, réfléchir. Toi, tu arrêtes d'étudier, 1, tu arrêtes de réfléchir, 2, tu deviens un zombie. Et encore une fois, tu crois que le monde s'arrête d'évoluer parce que toi, tu t'es arrêté d'évoluer. Non, le monde continue à évoluer. Je te dis, les enfants grandissent, les parents vieillissent, ton couple, il change, le business, il bouge, le marché, il est différent, la rue, elle n'est pas pareille. C'est comme ça. Donc, c'est ce qu'il dit. Il dit que, puisque cet perpétuel échange de conscience entre toi et ta réalité, c'est ça ce qui te permet, entre guillemets, d'être à jour. Donc, le contraire, si tu coupes le contact, d'accord ? Tu arrêtes de raisonner, tu arrêtes de réfléchir, tu arrêtes d'étudier, tu arrêtes d'analyser ta réalité, tu arrêtes de la regarder en face, tu arrêtes de l'accepter. Donc, on a dit ça,
s'appelle Esiyah Hada'at ou Bitul Ayun, l'annulation de la réflexion, ou Amafsid Agadol Shela. C'est ça ce qui détruit complètement cette conscience. Iye Michamat Tirdout au Beratson. Que ce soit parce que tu es préoccupé, parce qu'il y a des gens avec le boulot, avec tout ce qu'on a sur la tête, avec les soucis, avec la prise de poids, avec la mamie qui est malade. Donc ça s'appelle la Tirda, c'est la préoccupation. Ou Beratson. Ou alors que quelqu'un volontairement, il coupe le contact. Le mec, il éteint le GPS, il dit je suis perdu. Mais pourquoi t'as éteint le GPS? Ah, je me débrouille, j'ai pas besoin. Mais on t'a créé un GPS. D'accord? Utilise le GPS. Il s'appelle la Torah, il s'appelle le Shulchan Aruch. J'ai pas besoin, je me débrouille tout seul. Bah, fais attention parce que les autres, ça fait 6000 ans qu'ils cherchent le chemin. Eux, ils ont renoncé au GPS depuis le départ. Ouais. Nous, on a un GPS qui marche bien. Ça fait 3500 ans qu'on fabrique des tzadikim. Donc, il marche le GPS. Toi, tu dis, je vais m'en passer comme tu veux. Mais après, ne t'étonne pas de tourner en rond. Ne t'étonne pas d'arriver sur une voie de garage. Et puis après, au bout de 20 ans, dire, je crois que j'ai fait le mauvais choix. Mais il y a des choses, pourquoi ça s'appelle Orach Chaim? Orach, le chemin, Chaim de la vie. C'est facile. Et tu vas dire, oui, mais alors à ce moment-là, si tout est dicté, encore on réfléchit. Avec tout le Shulchan Aruch, t'en fais pas, il reste encore le droit de se tromper. Avec tout le Shulchan Aruch, il reste encore la liberté de choisir. Encore. Ouais. Ne crois pas que la loi, elle t'empêche de choisir. Parce que si choisir, c'est ne pas prendre de décision, si choisir, c'est ne pas avoir de règles, si choisir, c'est ne pas avoir de limites, ça, c'est pas un choix, ça. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce qu'il y a des gens qui croient, attention, que le non-choix est un non-choix. Le non-choix est un choix. Moi, toujours, je dis aux gens, mais Rav Shefrit, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, il ne me dit pas oui, il ne me dit pas non, il ne me répond plus. Alors, qu'est-ce que vous sentez? Écoutez, pour l'instant, je sens votre haleine, écartez-vous un peu. D'accord? Non, des fois, les gens, ils te parlent, Rav. J'ai des bidotes, mais c'est un filtre qu'il faudrait. D'accord? Je rigole, c'est beaucoup plus grave. Donc, je lui dis, écoutez, quand vous posez une question à quelqu'un, ouais, tu m'épouses ou non? Tu me vends la maison ou non? Tu veux qu'on fasse quelque chose ensemble ou non? Quand vous posez une question à quelqu'un, la personne, elle a 3 manières de répondre. Soit elle dit oui, ok. Soit elle dit non, ok. Soit elle dit rien. Alors je m'excuse pour les gens qui adorent rêver, mais rien, c'est non. Tu dis, mais on ne sait jamais. Le bénéfice du doute. Quelqu'un qui dit rien pendant 6 mois, il n'y a plus vraiment de doute. Tu dis, oui, mais il n'a pas décidé. Encore une fois, c'est un non-choix. Mais le non-choix, c'est un choix, puisque tu as fait le choix de faire le non-choix. D'ailleurs, le non-choix, c'est tellement stressant qu'on est obligé de les mettre en boîte avec de l'huile. Ça s'appelle des boîtes de non-choix. Des non-choix en boîte, d'origine, contrôlée. Ouais? Non. Maintenant, toi, tu crois que lui, il a tort de faire des non-choix. C'est toi qui as tort de te faire dépendre de quelqu'un qui ne fait pas de choix. Parce que toi aussi, tu es dans le non-choix. Parce que tu dis, mais moi, j'attends qu'il me dise qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ressent. Mais il te le montre, ce qu'il ressent. Le mec, il te rappelle pas, c'est pas une truc. Ouais. Il te dit, je la vends pas à la maison. Tu dis, oh, peut-être qu'il réfléchit. Il dit, le prêt, je vous l'accorde pas. Tu dis, mais peut-être Mina Shamaïm. Mais il t'a dit non. Tu as eu 7 refus de prêt. 7, c'est la Shemitah. La Shemitah, c'est la Shmata. Alors pourquoi tu fais Shmata contre la Shemitah, toi? Tu dis, ok, je vais dans une autre banque. Tu dis non. Tu es référencé sur blata.com et tu continues à insister. On t'appelle le papier de verre, à l'usure. Y a pas. C'est pas grave. Tu passes à autre chose. Tu avances. Tu dis non. J'attends qu'il me réponde. Donc en vérité, toi-même, tu rentres dans une voie de garage. Après, tu dis comment ça se fait que ma vie n'avance pas. Mais c'est le non-choix. Mais quand j'accepte, je dis ok. L'autre, il peut dire oui. L'autre, il peut dire non. L'autre, il peut dire rien. Et j'accepte. Et bien toi aussi, tu peux dire oui, tu peux dire non.
Tu peux dire rien. Accepte. La vie, elle peut dire oui, la vie, elle peut dire non, la vie, elle peut dire rien. Accepte. Ou tu dis non, on va débrancher la prise et on va attendre de voir s'il se passe un truc. Il ne va rien se passer, maman. Parce que dans ta part à toi, c'est-à-dire les 50% de ta réalité, dans tes 50%, toi, tu dois faire ce que tu as à faire. Maintenant, si toi, encore une fois, volontairement ou involontairement, tu débranches la prise, tu arrêtes le lien, tu arrêtes l'investissement, ne viens pas me dire comment ça se fait qu'il n'y a pas de résultat, puisque tu fais rien pour que ça arrive. Je vous ai dit déjà, je ne sais plus si je l'ai dit ici ou je l'ai dit ailleurs, parce que je fais tellement de conférences, je ne sais même plus ce que je dis. Je crois que j'ai trouvé un khatan à Lady Gaga, parce que c'est comme le gars qui va vérifier la liste des gens qui sont reçus, alors qu'il sait qu'il n'était pas à l'examen. Il y va lundi matin, il y va. Hein. Et il lit toute la liste, il cherche Ben Chetrit, il ne voit pas. Il dit bon, peut-être c'est pas par ordre alphabétique, il relit par la fin, il dit peut-être j'ai sauté une ligne, il relit encore une fois. Il y a un gars qui le voit, il dit excuse-moi, je te connais pas. Tu étais à l'examen? Il dit non. Pourquoi tu regardes? On ne sait jamais. Imagine, la bonne femme, elle est en train de cliquer les reçus, et elle clique sur la ligne d'en dessous. Et moi, je suis reçu. Super. Ok, mais disons que tu aurais pu être reçu par erreur parce qu'on a cliqué sur la ligne d'en dessous. Mais tu n'es même pas dans la liste des gens qui ont passé. Tu n'es même pas inscrit à l'école. Tu n'habites même pas dans le même pays. Comment il va tomber sur toi par erreur? Ou par hasard? Ou les deux? Eh ben, on ne sait jamais. Il faut y croire. C'est une question d'émouna. Ça, tu confonds la khmarout et la émouna. Ouais, c'est marqué. Kol esiyah da'at, bitul ou les irat atmidit. Tout détachement de l'esprit, toute perte de conscience est une annulation de la crainte perpétuelle. Parce que vous avez compris maintenant. Puisque la crainte, en fin de compte, c'est quoi? C'est une conscience exacerbée et perpétuelle de l'existence et de l'intervention d'Hachem, d'accord? Et que le nom d'Hachem, c'est Yud Kevavke, et que dans Yud Kevavke, il y a le Yud, le He, le Vav et le He, et que le He, Vav, He, c'est le présent. Donc en fait, avoir conscience de Dieu, c'est avoir conscience du présent. Maintenant, toi, quand tu as cette conscience du présent, ça veut dire que tu es présent. Maintenant, quand toi, tu es présent dans le présent, eh bien, c'est ça, la Dvekut Bachem. Mais si toi, tu n'es pas présent, parce que tu n'arrives pas à se concentrer, parce que ça te saoule, parce que ton moi, il est introverti, parce que tu n'arrives pas à introverti, parce que tu n'es pas toi, parce que tu mens, et que tu ne perçois pas la réalité de Dieu. Donc Dieu, il est absent, puisque Dieu n'existe qu'en fonction de la conscience que tu en as, et toi, tu es absent. Ça fait deux absents. C'est rare que les absents entament des grandes discussions, ou développent des projets, ou arrivent quelque part, puisqu'ils sont absents les deux. Maintenant, si toi, tu es présent, mais que tu n'es pas convaincu que Dieu est présent, ça ne marche pas. Si tu es convaincu que Dieu est présent, mais tu ne vois pas l'intérêt de répondre présent, ça ne marche pas. Il faut que les deux répondent présent. Comme dans un couple. Ouais. Tu peux passer 35 ans de couple à penser que c'est la faute de l'autre. Que c'est pas l'éducation, que vous n'étiez pas dans la même longueur d'onde, que c'est un mariage qui s'est fait trop vite. Tu peux faire ça. Mais c'est rare que le bon Dieu, il va te mettre 35 ans sur une voie de garage pour rien. Et en plus que tu as développé tellement d'énergie pour justifier pourquoi ça n'a pas marché, tu aurais pu prendre au moins sur 35 ans, tu aurais pu prendre 17 ans et demi à essayer une autre méthode. Alors pourquoi tu t'es convaincu, et confirmé et condamné, ça fait 3 fois, à penser que c'était toujours la faute de l'autre. Même à la limite, ça devient lassant. Comme moi, par exemple. Je fais cours ce soir. Vous savez ça. Mais le cours, il commence là. Et moi, j'ai dit, tu sais quoi, ce soir, j'ai pas envie de ça. Je vais faire ça. Maintenant, il faut que je me débrouille parce que je commence presque par la fin. Mais le cours, il doit dater de 1995. C'est-à-dire qu'il y en a qui n'étaient même pas nés dans la salle. Ça fait drôle de parler à titre d'absence. Ouais.
Mais moi, pourquoi je vais m'ennuyer? Je dois m'ennuyer, moi? Et si moi je m'ennuie, vous allez kiffer? C'est pas possible. D'accord? Donc quand je vais m'investir, le cours, il va être vivant. Si le cours il est vivant, vous êtes vivant. Parce que vous allez vous investir de manière vivante dans un truc vivant. Ça s'appelle Torah Traim. Ou non, je vais vous redire le truc, puisque c'est la fin de l'année, donc on doit faire le cours sur le danger de la coupure que certains connaissent par cœur. Non, pourquoi j'ai pas le droit de kiffer, moi? Parce que je suis pas payé. Pensez à faire une collecte. Non, je rigole. D'accord? Voilà ce qui est marqué ici. Ici, c'est marqué que si quelqu'un ne maintient pas de manière consciente, volontaire et active le contact avec Hachem à travers un effort permanent, eh bien, automatiquement, il va se détacher. C'est comme ça. Parce qu'il y a la marée, parce que le bateau il flotte, parce qu'il y a des courants même à l'intérieur du port, parce que le fait est que l'adhérence d'un bateau à l'eau, elle est très très légère et qu'il n'y a rien qui le retient et que doucement, doucement, tu vas t'éloigner. Eh bien, le bateau, il s'éloigne du corps. Toi, tu t'éloignes du corps de ton mari, parce que tu veux plus qu'il te touche, maintenant que tu as accouché. D'accord? Tes enfants, ils s'éloignent de toi parce que tu les embrasses jamais. Tu dis oui, mais mon père aussi, il le faisait. OK? Après, tu t'éloignes de la connaissance parce que tu arrêtes les études, parce que vite, tu veux gagner un peu d'argent. OK? Après, toi, tu t'éloignes de la Torah parce que tu vas plus à des cours, parce que tu vas pas à la synagogue, parce que tu t'intéresses pas au sens de la prière, parce que tu n'as pas vraiment de raison de prier. Et puis, tu réponds pas à des questions que tu as depuis des années. Et doucement, doucement, tu t'éloignes. Eh bien, c'est un phénomène naturel. Oui, non? Ça va? Voilà. Et si vous allez dire, mais c'est anxiogène. Mais non, c'est le contraire. Parce que si tu sais qu'en n'investissant pas, tu t'éloignes, donc tu as compris qu'en investissement, tu te rapproches. C'est que le problème, il contient la solution. Mais si tu choisis, toi, de t'angoisser parce qu'on expose un problème, c'est que tu es déjà dans un terrain qui veut le problème plutôt que la solution. Alors que quand tu veux la solution, tu dis, mais il a raison, mais je vais rentrer chez moi et je vais organiser un petit voyage à Palma de Majorque avec Maurice. Je vais racheter de la lingerie, je vais mettre de l'ambiance, d'accord? On va se faire un petit repas sympathique et ça y est, ça redémarre. Ou non. Tu dis, bah c'est vrai, quand même, ça fait quand même des années, puis on n'a plus vraiment grand-chose à se dire. Tu peux aller, toi, dans le sens de la chute. Parce qu'encore une fois, tous les rappels à l'ordre, tous les alarmes de sécurité, ils sont là pour que toi, tu dises, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, il y a des gens, quand l'alarme, il sonne, au lieu d'aller voir pourquoi ça sonne, ils éteignent l'alarme. C'est comme le corps, quand tu as de la fièvre, par exemple. Ben, c'est quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu prends des Doliprane. Donc, il n'y a plus de fièvre. Mais ça continue, le problème. Ta femme, elle te dit, écoute, il faut qu'on parle, je ne suis pas bien. Tu te dis, écoute, mon amour, tu prends ta carte bleue, tu vas chez Chanel et tu te fais plaisir. Et elle se dit quoi? C'est comme si il mettait dans un sac. Ouais, mais sac Chanel. 25 000 euros. Tu dis, mais je voudrais qu'on parle, mon amour. Je voudrais juste qu'on parle. J'ai pas le temps. J'ai pas la tête. Ok. T'as compris l'idée? Voilà. Donc ça veut dire que si moi, j'entretiens pas ce lien, je crée la fracture. Après tous les problèmes que tu as, au lieu de les analyser comme des problèmes, tu dois les analyser comme les effets symptomatiques d'un travail qui n'a pas été fait en amont. D'accord? Vous ne me dites pas, mon fils, il ne m'embrasse pas. Vous dites, comment ça se fait que je ne les prenais pas dans les bras? Tu ne me dis pas, ma fille, elle m'insulte. Tu dis, comment ça se fait qu'elle ne t'admire pas? Ouais. Tu ne dis pas, ma femme, jamais elle pense à me faire plaisir. Bah, tu te rappelles la dernière fois que toi, tu as essayé de lui faire plaisir? Ouais, mais je suis occupé. Ok. Alors, comment ça se passe? Ouais. Donc, ça veut dire que c'est nous qui créons ce pont invisible entre nous et la réalité. Il dit, mais où ce pont, il va être très, très, très puissant, encore une fois, parce que développé et accentué et entretenu, ou alors il va doucement, doucement s'éloigner. C'est pour ça qu'il dit, c'est ce qui est marqué à propos du roi,
Ou Machetziva Kadosh Baruch Hu El Amelech. C'est ça ce qu'Hachem a ordonné au roi, le roi d'Israël. Il y a un passouk spécial pour lui où c'est marqué Ve'aita imo ve'karabu kol yemechayav. On devait écrire un Sefer Torah pour le roi et le roi devait le garder perpétuellement avec lui. Pour l'étudier, bien sûr, c'est pas un porte-bonheur. Ouais. Pourquoi? Il dit le passouk Ve'aita imo, il sera avec lui, ve'karabo, il lira dedans, kol yemechayav, tous les jours de sa vie, les ma'an, ilmad, les ira et Hashem, afin qu'il apprenne à craindre Dieu. Et Hashem Elokav, l'Éternel son Dieu. Il dit le Messiah Tesharim, Alamata, de là tu apprends, She'en ha'ir'an ilmedet elamina kriya abiltinif seket. De là tu apprends que la crainte, elle ne s'apprend, nilmedet, ça veut dire elle ne s'apprend, mais ça veut dire aussi elle ne s'imprègne. C'est-à-dire, le limoud, ça veut dire étudier, mais ça veut dire aussi apprentissage. Par exemple, quand on dit Atalom eloumad, ça ne veut pas dire que tu n'as pas étudié. Ça veut dire que tu n'es pas formé. D'accord? Alors, c'est quoi un apprentissage? Vous parlez français, non? Oui? Oui, non? Un apprentissage, en fait, un apprentissage, c'est un cycle perpétuel entre le statut d'élève et le statut de sage. Apprenti, sage. Tu ne sais pas, tu apprends. Tu apprends, tu élèves ton niveau, tu as des nouvelles questions. Donc, à nouveau, tu es élève. Et après, tu es sage. Et tu es élève, et tu es sage, et tu es élève, et tu es sage. Ça s'appelle apprenti, sage. Donc en fait, toute sa vie, on est en apprentissage. Parce que tu dois être enseignant à ton conjoint, mais tu dois être aussi l'élève de ton conjoint. Ouais, tu dois faire passer des messages à tes enfants, mais tu dois apprendre de tes enfants. Tu dois apprendre de tes ennemis, tu dois apprendre de tes amis, tu dois apprendre de tes expériences. Mais pour apprendre des expériences, il faut être élève de tes expériences. Mais en même temps, il faut être en maîtrise de tes expériences. Donc tu vas être le sage de l'expérience et l'élève de l'expérience. Donc tu es en apprentissage. Voilà. Vous parlez toujours français? Voilà. Donc si c'est ça, ou Tedakdek, il dit fais très attention. Chez Amar Leman Ilman Leira, Velo Amar Leman Ira. Il n'y a pas écrit, et ce Sefer Torah, il sera avec lui afin qu'il craigne. Il y a marqué afin qu'il apprenne à craindre. Vous sentez la différence? Ouais. C'est quelqu'un, il va dire, tu sais, j'ai des mezuzot à la maison. Grâce à Dieu, je suis religieux. J'ai une kippa sur la tête, je suis religieux. Je mange kasher, je suis religieux. Tu prends Mathieu dans la rue, tu attrapes Mathieu. Un Mathieu, comme ça, il passe, tu dis Mathieu, bonjour, Mathieu de la Croix, bien sûr. Ça te dérange de mettre un truc noir sur la tête en tissu? Non, c'est bien. En plus, ça cache ta calvitie, ok. Tu manges bio? Oh bah, autant manger kasher. Pourquoi pas? Tu te reposes quel jour? Le dimanche? Eh ben, repose-toi le samedi. Ouais, c'est une bonne idée. D'accord. Tu veux un appareil pour prendre l'attention? Il est offert gratuitement. Comment tu t'appelles? Téphiline. Magnifique. Oh, je vais le mettre tous les jours. Ouais. Ça te dérange si ta femme, de temps en temps, elle va au bain? Ah bah oui, je préfère. D'accord. Eh ben, elle va au mikvé. Tu vois, Mathieu, de la Croix, en 5 minutes, il est venu. Iréchamoy. Et il est resté Mathieu. De la Croix. Ouais, le Rav Mathieu maintenant. Parce que grâce à Dieu, il a beaucoup évolué. Il donne des conférences. Mais toi, ouais, de la même manière, si tu n'es pas dans une logique de travail, c'est-à-dire d'études et de construction, eh ben, tu vas toucher tes limites. Maintenant, même ton comptable, il te dit, écoutez, monsieur, votre magasin, il est au max. Si vous ne créez pas un deuxième, les charges, c'est tellement lourd que vous allez perdre. Donc, vous êtes obligé de construire un deuxième magasin. D'accord? Toi, c'est pareil. Ok, tu as fait dentiste. Maintenant, tu vois, au niveau de tes frais, tu es trop juste. Il faut que tu fasses orthodontie. Ah non, mais c'est une prise de tête. Il faut que tu ailles faire une spécialité en chirurgie de l'implant aux États-Unis. Et tu vas doubler ton chiffre. Ah non, mais moi, je suis pépère. Mais tu ne peux pas être pépère. Tu es avenue Victor Hugo, tu as 12 000 euros de loyer. Tu ne peux pas être pépère. Si tu es pépère, tu vas déposer. Encore, je suis condamné à travailler, tu es condamné à évoluer. Et toute la vie, c'est pareil. Ouais. Donc, c'est marqué ici que toi, en vérité, les manilmad leira, il n'y a pas écrit que le roi, il doit avoir un Sefer Torah pour craindre. C'est marqué, il doit avoir un Sefer Torah pour apprendre à craindre. Donc, ça veut dire que le rapport que tu entretiens avec le Sefer Torah, c'est ça ce qui va être la machine à entretenir ta relation avec le divin.
C'est pour ça que les gens qui arrêtent d'étudier, après ils deviennent traditionalistes, après ils deviennent ignorants, après ils deviennent réformistes, après ils te disent, écoutez, finalement, le mariage mixte, c'est pas non plus... si elle a des bonnes midotes. Tu sais pourquoi? Parce que tu t'es détaché de l'étude. Hop, ouais. Donc tu as arrêté de mettre à jour. Donc tu as arrêté d'intensifier. Et c'est normal. Parce que, en français, l'essence, c'est ce qui donne un sens. C'est pour ça qu'en hébreu, ta'am, ça veut dire le sens et le goût. Quand tu dis maï ta'ama, quelle est la raison? Ma ta'am baiser, quelle est la raison de cela? Mais raison, ça vient de raisonnable. Et ta'am, c'est le goût. Tu dis, ezetaam, zetaim. Ouais, donc ta'am, c'est le goût. Tu peux me dire quel rapport entre le sens, signification, profondeur, ouais, et le goût? Aucun rapport. Alors, je te dis pourquoi. Parce que si ta Torah n'a pas de sens, pour tes enfants, elle n'aura pas de goût. Et même pour toi, si la Torah n'a pas de sens, à la fin, elle n'a plus de goût. Après, tu dis, bon, je comprends bien qu'il faut mettre les tefilines, il faut manger cachère, je ne veux pas mourir. Non. Mais non, mais tu mets les tefilines parce que tu sers Hachem, parce que tu es content d'avoir cette possibilité d'avoir une relation privilégiée avec lui. Tu kiffes ton Shabbat, d'accord? Tu sais que l'Anida, elle t'aide, elle te préserve, elle te développe, elle t'apporte des choses incroyables dans ton couple. Parce que ça a du sens. Tu dis non, franchement, c'est que des contraintes, des restrictions. J'ai envie d'elle, je peux pas la toucher. C'est 15 jours par mois. Je peux même pas l'avoir déshabillée. Ok. Mais le fait que la Torah t'a interdit ta femme pendant 15 jours, elle t'a aussi laissé la possibilité d'imaginer qu'elle est autre chose qu'un corps. Alors que toi, tu l'avais finalement résumé à 3 orifices. Tout. Loraleno.com. La Torah, elle t'a dit pas de corps. Elle n'a pas de corps. Pendant 15 jours, elle devient une personne à part entière avec qui tu vas parler, échanger, évoluer. Tu n'as rien à lui dire. Mais je ne comprends pas ce qu'elle veut. De toute façon, sa beauté intérieure, franchement, elle ne m'excite pas. Ok. Alors, fallait épouser un steak. Parce que la femme a un défaut majeur, c'est qu'elle est une personne. Alors que la poupée gonflable, elle, n'a pas d'état d'âme. Tu dis, mais c'est chas shalom, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous parlez comme ça? Mais moi, je te dis comment les gens, ils agissent. Je te parle pas, moi, je fais que parler. Eux, ils vivent comme ça. Donc, quand la Torah, elle t'a dit, tu la touches pas, tu t'approches pas, tu dors pas dans le même lit, tu vas avoir les mêmes obligations de respect et de bonté, mais tu peux pas réaliser physiquement. Donc, il va falloir parler, respecter, échanger, admirer, chercher les qualités, draguer, pour que, si Dieu veut, le soir du mikvé, ça soit non pas la peau, mais le théose. Ou non, mchen pendant 15 jours et bouquet de fleurs le soir du mikvé. Elle se dit, mais mon amour, tu m'as insulté pendant 15 jours. Tu m'as même pas regardé, tu m'as méprisé, tu m'as pas parlé, maintenant tu viens avec un bouquet de fleurs. T'es proxénète. Le contraire, tu me fais le kavod, tu me fais la douceur, tu me fais l'amour, tu me parles gentiment, tu t'investis, et tu viens le soir du mikvé, je dis, mais c'est normal mon amour, ça fait 15 jours qu'on attend de concrétiser ce qu'on a développé pendant... Donc l'interdit devient révélateur de positif. Pareil le Shabbat. Toi tu dis, oui mais le Shabbat c'est très contraignant parce qu'on ne peut rien faire. Mais pourquoi tu ne t'intéresses pas à ce que tu peux faire au lieu de te consacrer à ce que tu ne peux pas faire? Puisque tu as 6 jours pour faire ce que tu ne peux pas faire le Shabbat. Donc tu devrais te concentrer le Shabbat sur ce que tu ne peux pas faire. Donc sur ce que tu peux faire et non pas sur ce que tu ne peux pas faire. Mais qu'est-ce que tu veux toi? Tu veux faire le Shabbat ce que tu fais la semaine? Ben alors il n'y a pas de Shabbat. Il n'y a qu'une semaine. Donc en fin de compte, l'interdit que tu vis comme une contrainte, en fin de compte, il est générateur de liberté.
C'est comme si toi, je t'ai interdit de kiffer pendant 4 ans parce que je t'ai poussé à faire des hautes études. Et maintenant que tu prends tes 30 000 euros mensuels, tu t'énerves des 4 ans que tu as perdus. Alors que l'autre qui a kiffé sa jeunesse, maintenant il prend ses 1264 euros bruts. Et crois-moi que le gars, quand il veut s'acheter un meuble, il économise pendant 8 ans. Alors tu vois, il a kiffé 4 ans, il a la roadmap pendant 38 ans. L'autre, il a crevé 4 ans, et maintenant il kiffe pendant 38 ans. Tu dis, ouais, mais à l'époque, je ne me rendais pas compte. Mais tu ne te rendais pas compte, mais tu te rendais bien compte. Eh bien, quand tu n'as pas l'âge de te rendre compte, tu as des gens plus âgés qui t'aident à te rendre compte. Mais si toi, tu dis non, les vieux, ils ne comprennent rien, et moi, je n'ai pas la tête, je m'excuse, hein, mais même la plus puissante des locomotives, elle passe par des rails. Tu dis, attends, tu sais quoi, je peux tirer un immeuble. C'est une locomotive de malade. Et bien même la locomotive de malade qui va tirer un train de 6 km avec 1200 wagons, elle a des rails. Voilà. Eh bien, il faut des rails. Il faut la halakha, il faut des principes, il faut des valeurs, il faut de l'éducation, il faut des repères, il faut des limites. Tu dis non, ni Dieu ni maître. Donc tu dérailles. Et bizarrement, le gars, à force de dérailler, il est obligé, lui aussi, de prendre des rails. Mais des autres rails. Parce qu'il déraille. Donc il a dit ici, les man il mad leir et Hachem, c'est-à-dire que le roi, il devait maintenir cette relation avec l'étude pour garder ses repères. De la même manière, toi, tu dois être spécialiste de ta femme. Tu l'étudies. Toi, tu dois être spécialiste de ton mari. Moi, je suis choqué quand je reçois des gens et que je demande à l'un qu'est-ce que l'autre pense de ça et ça. Le mec qui dit, j'en sais rien, demandez-lui. Et je ne comprends pas, c'est ta femme à toi. Comment ça se fait que c'est moi qui va t'expliquer ce qu'elle pense? C'est-à-dire que tu dois être un spécialiste de ton conjoint. Vous deux, vous devez être des spécialistes de vos enfants. Mais pour être des spécialistes, il faut les étudier. Il faut consacrer du temps. Il faut dialoguer, il faut communiquer. Sinon, comment tu veux connaître un sujet que tu n'as jamais étudié? Est-ce que moi, je peux parler des fourmis rouges des îles Galapagos? Ben non. Grâce à Dieu, ce n'est pas un sujet auquel je me suis intéressé. Ouais. Mais je ne peux pas en parler. Mais si tu me dis qu'est-ce qu'il pense mon fils, je sais ce qu'il pense, mon fils. Parce que j'en ai parlé. Donc, tu vas étudier ton fils. Ouais. Donc, tu vas étudier ta femme, tu vas étudier la Torah, tu vas étudier Dieu. Une fois, j'étais à Villeurbanne, un gars, il vient, il me dit, Rabbi Chétrit, écoutez, j'ai un problème, écoutez, je ne suis pas religieux. Je dis, Baruch Hashem, je suis ignorant, je dis, en général, ça va ensemble. Il me dit, puis à chaque fois au travail, il y a des non-juifs qui viennent me poser des questions. C'est quoi Dieu? C'est quoi l'avenir de l'homme? C'est quoi le mystère de l'univers? Il me dit, mais moi, monsieur le rabbin, j'en sais rien. Puis en plus, le mec, il n'a pas du tout la tête à avoir ce genre de réponse. En vérité, il n'a même pas ce genre de questions. Ouais. Je dis, tu as 2 problèmes. Premier problème, c'est que le goy, il est convaincu que tu connais. Deuxième problème, c'est que tu ne connais pas. Et tu vas me dire, écoutez, Rav, moi, je ne suis pas religieux, hein. Je ne vois pas le problème. Je dis, mais c'est quand même bizarre. T'es feuge, d'accord? À 8 jours, ton père a coupé court à la discussion. Il te l'a mis là quelque part. Ouais. Tu fais partie d'un peuple qui a 3500 ans d'histoire, qui est à la base des 3 religions monothéistes, d'accord? Qui apporte des choses et qui a apporté des choses incroyables, qui a une destinée qui est incompréhensible. Comment un peuple qui n'a jamais dépassé les 20 millions, il peut exister alors que des civilisations entières de centaines de millions, ils ont disparu. Donc on n'a pas un destin normal. Et toi tu dors, raked. Et l'autre qui n'a rien à voir, il est grandi en Picardie ou là en Corrèze, il est intrigué par le mystère de ton peuple. Et toi, tu crois que le mystère c'est une glace? Et c'est pour ça que tu as les cheveux frisés, puisque pour toi le mystère il frise, d'accord? Je dis mais
C'est quand même bizarre que ça t'interpelle pas. Je ne suis pas de nature curieuse, et puis moi, je ne m'occupe pas de la vie des autres. Mais est-ce qu'on t'a déjà dit que la curiosité est un signe d'intelligence? Alors, je vous dis le secret. Les gens qui ne s'intéressent à rien ne peuvent pas être intéressants. Puisque pour devenir intéressant, il faut être intéressé. Maintenant, n'importe quel domaine que tu étudies avec passion, ouais, eh ben, tu deviens passionnant parce que tu es passionné. Vous prenez un vrai ingénieur qui a fait de la recherche en résistance des métaux, il va t'expliquer comment la vis, elle tient en physique. C'est intéressant. Tu dis, j'en ai rien à treuf. Oui, je comprends. Mais prends l'occasion, parce que c'est pas le sujet qui est intéressant, c'est la personne qui est intéressante. D'accord? Maintenant, vous tous, là, vous rêvez de vivre la passion. Mais la passion n'existe que chez les gens passionnés. Maintenant, ce n'est pas les séries les séances de masturbation mentale que vous faites à regarder des films américains qui vont faire de vous des gens passionnés. C'est juste que vous vous gargarisez des émotions qui vous montent en regardant une scène. Oh, mais ça, c'est de la masturbation, ça. C'est pas de la sexualité. Ouais. Tu vas être passionné. Faut que tu sois passionné. Et bizarrement, quand tu es passionné, tu es passionnant. Et quand tu es passionnant, tu passionnes. Des gens qui vont se passionner de ta passion. Incroyable. Et toi, tu dis non, franchement, non. J'attends. Ça va venir. Ça va bien tomber un jour. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas de projet, j'ai rien à dire, j'ai rien à raconter. J'ai pas de vie, mais bon. Statistiquement, déjà, tu as envie de mourir. Déjà, rien que ça, on dirait que tu parles avec un paquet de feuilles. Je dis, mais t'as les feuilles, t'as les stylos, écris un poème. Non, je suis pas du tout... développe une équation. Interroge-toi, pourquoi la peinture, elle tient sur le métal? Il n'y a pas d'accroche, ça pénètre pas. Ouais, mais enfin, franchement, pourquoi le papillon, il flotte en l'air? Oh, tu me saoules avec tes questions. Donc, il n'y a rien qui t'intéresse. En gros, c'est ça. Alors, il faut que tu trouves aussi quelqu'un qui s'intéresse à rien. Donc, vous allez vous entendre les deux. Parce que si elle s'intéresse à rien et que toi, t'es rien, elle va s'intéresser à toi. Ça fait de rien. Tu dis, Chazvé Shalom, Simsilenu, Alenu. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le contraire. Tu deviens intéressant. Et c'est quoi intéressant? C'est digne d'intérêt. Maintenant, la Torah, elle contient tous les intérêts puisqu'elle a été créée avant que l'intérêt existe. Et quand tu vas étudier la Torah, je rappelle pour ceux qui ont essayé que tu ne peux pas devenir l'auteur. Quand tu étudies Platon, tu peux devenir Platon. Quand tu étudies Aristote, tu peux devenir Aristote. Mais quand tu étudies la Torah, tu ne peux pas devenir l'auteur. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Donc comme tu ne peux pas devenir l'auteur, tu peux devenir le maximum de toi. Vous me suivez ou non? Donc il y a des gens, ils ont poussé pour essayer de rejoindre l'auteur de la Torah, ils sont devenus le Rashba. Il y en a, ils ont poussé, ils sont devenus Baba Saleh. Il y en a, ils ont poussé, ils sont devenus le Rabbi Lubavitch. Parce qu'en fait, en essayant d'aller au bout de la Torah, ils ont été au bout d'eux-mêmes. Ça va? Mais toi, tu vas au bout de quoi, toi? Écoute, moi, je vais essayer d'aller au bout du feuilleton. J'espère vivre avant la fin de la saga. D'accord? Je vais essayer, si Dieu veut, de vivre jusqu'au solde. Parce que j'ai repéré une jupe et elle est à ma taille, pourvu que Dieu fasse que personne l'achète. Mais le temps que tu as passé à l'attendre, cette jupe, tu as pris 4 kilos. Du coup, elle n'est plus à ta taille. Maintenant, elle te plaît, tu as l'argent, achète-la. Ouais, mais attends, après, ils font 50%. D'accord, ils font 50% de solde, mais toi, tu as perdu 50% de ta vie à l'attendre. Ça va? Ce qui est marqué. Il dit, et là, les fiches en aïra azot museget beteva. Parce que cette crainte-là, cette conscience de Dieu, elle ne s'étera pas de manière naturelle.
Genre le mec, il est né dans la religion. Il n'y a pas de ça. Qui a draba rechokai mimeno, au contraire, elle est très éloignée de l'homme. Mipne gashmiut achushim, à cause de la matérialité des sens. C'est-à-dire que les sens, ils t'emmènent pas vers la spiritualité. De la même manière que le corps, il t'amène pas à l'effort. Ouais, le cerveau, il t'amène pas à la réflexion. Si tu ne le mets pas en mouvement de réflexion, ton corps, il va être plus attiré par la profondeur du canapé que par les haltères. C'est normal. À part les masos qui aiment souffrir, d'accord? Et qui c'est qui veut faire maths sub, maths p et maths appliqué? Non, le mec, il veut faire un petit diplôme vite fait pour gagner sa vie. Et si possible, qu'il ait les énoncés avant et qu'il connaisse l'examinateur et que son oncle, il travaille au centre d'examen. Mais ok, c'est bien, tu t'es arrangé, tu as le diplôme. Mais tu sais que tu es nul puisque tu n'as rien foutu. Donc pour glander pendant 2 ans, tu vas être un mauvais comptable pendant 18 ans. Tu vas être un mauvais médecin pendant 30 ans. Parce que tu as eu le diplôme, mais tu n'as pas utilisé les études pour acquérir la capacité. Mais c'est pareil, maintenant tu te maries. Bah, tu travailles avec ta femme pour être un bon mari. Maintenant, quand tu es un bon mari, en général, tu es aussi un mec bien. Si vous non. Et en général, tu n'es pas très loin d'être un bon papa. Et en général, tu n'es pas très loin d'être équilibré. Donc tu vois que ta femme, elle t'a aidé à devenir un mec bien. Mais si tu dis non, je vais l'embrouiller, je vais lui dire que c'est à cause d'elle, ou je vais éviter, je vais glisser, je vais patauger, je vais faire genre je comprends pas. Ok, tu as évité la confrontation, tu as évité la remise en cause. Mais grâce à Dieu, tu es un pauvre type. Ouais, c'est vrai. Tu es un loser. Ah, Blaine Arrache, je suis référencé. Mais c'est dommage, parce que c'est le même temps. Le même temps que tu aurais pu devenir bon, tu l'as utilisé pour rester bon. Il dit Ve'ena niknit el alié des limoud. Elle ne s'acquiert, cette conscience, et cette étude, que par l'étude. Ve'en limoud li'ira et la berov atmada batora ou derachea bli efsek. Donc cette acquisition de la Torah, de la crainte, elle ne se fait que par une très grande atmada, c'est-à-dire une perpétuité dans le travail, dans l'étude, vederachea, dans l'étude et dans son application, dans ses chemins, bli efsek, sans coupure. Parce que c'est ça le secret. Le secret, c'est d'éviter la coupure. Je rappelle, pour ceux qui n'en ont pas fait l'expérience, que si on tient fermement le bout d'un élastique dont l'autre extrémité est accrochée quelque part, on peut s'éloigner en tenant l'élastique. On peut étendre l'élastique. On peut faire avancer l'élastique. Mais quand on va lâcher l'élastique, il revient à sa place. Vous comprenez ce que je dis ou... Non, je ne crois pas que vous avez compris. Si après 20 ans de mariage, tu te prends une prise de tête avec ta femme et que tu retombes dans une susceptibilité de jeune ratane de 6 mois de mariage, tu dis mon amour, avec tout ce qu'on a passé, avec tout ce qu'on a vécu, avec ces accouchements, ce dépôt de bilan, ces 4 déménagements, l'éducation des 4 enfants, on se braque encore, on se vexe encore, on se prend la tête encore. C'est qu'en fait, l'élastique, on l'a tiré, mais quand on l'a lâché, il est revenu à la case départ. Toi, tu as 10 ans d'expérience dans ton métier, d'accord? Tu as fait de la formation, tu as fait du développement, tu as construit, tu as truqué. Un petit jeune, il te fait une remarque, tu te vexes. Tu le prends mal. Attends, mais le mec qui parle, d'abord, il a le droit de parler. Deuxièmement, c'est un petit nouveau, il dit ce qu'il a à dire. Mais pourquoi toi, tu es sur la défensive? Pourquoi tu te prends mal? Pourquoi tu te vexes? Parce qu'au fond, ton expérience, en fait, c'est une carapace pour protéger un pauvre type qui est dedans. Mais soit, si toi, tu es, on dit en français, tu es fort de ton expérience. Ouais. Mais comment le mec, il te remue? Comment il te bouge? Comment il te remet en cause? Comment il te déstabilise? Tu laisses parler, ok? Le mec, il dit, ouais, vous savez, il paraît que c'est pas évident que ça va se passer comme ça. Tu dis, écoutez, moi, je suis architecte. J'ai monté déjà 118 tours. D'accord? Pour rendre service à un copain, et je lui ai fait le plan de son pavillon. Toi, tu viens, tu me dis, ouais, le pavillon, je sais pas s'il va être droit, le toit, hein, parce que y a un petit problème d'angle. Maintenant, tu peux lui expliquer à lui que tu avais d'abord t'as fait une étude de faisabilité, que tu as vu que le terrain, il est instable, que tu as été obligé de compenser de cette manière-là, parce qu'en fin de compte, en s'affaissant, il va devenir droit.
Mais toi, tu as 35 ans d'expérience. Le mec, il vient d'arriver. Donc lui, il comprend pas, il vient de sortir d'école. Donc lui, il met des angles droits, il comprend, ça fait du droit. Lui, il comprend pas que le terrain, il faut s'adapter. Parce qu'il vient d'arriver. Mais dans la question, c'est pas que pourquoi lui, il est nul. La question, c'est pourquoi toi, tu le prends mal. Puisque c'était censé être un professionnel. D'accord? Donc le petit jeune, il panique. Ouais, les Chinois, ils ont bloqué la marchandise. Comment on va faire? Et la centrale d'achat, elle nous met 10 000 euros par jour d'indemnité. Mais toi, ça fait 32 ans que tu fais de l'import-export. T'en as passé des crises. Donc tu vas dire, je vais prendre le téléphone du responsable là-bas, qualité, qui nous représente à Hong Kong. Il va aller lui-même au Vietnam. Il va me passer le directeur. On va trouver une solution. On va faire un petit virement de 10 000 euros. Tu verras que ça va s'arranger. Oui, mais c'est tous les jours, c'est toujours. Stress, on laisse tomber, on ferme, on dépose le bilan, on s'enfuit, on prend ce qu'on veut, on vend la marchandise. Mais, ok, t'es espagnol, mais est-ce que le fait d'être espagnol signifie que c'est pour ça que hispanique? Donc la panique, ouais, c'est la perte des moyens. Maintenant qu'un jeune se panique, c'est normal, mais qu'un type d'expérience se panique, c'est pas normal. Donc je te dis, je te répète, que les ma'an ilmad les ira, ouais, ça veut dire que tu as fait un travail. Maintenant, si à 50 ans, tu te vexes, tu prends mal, tu es mal à l'aise, tu as des sueurs froides, tu te sens stressé parce que quelqu'un te met en situation 2, la vraie question, encore une fois, c'est pas comment ça se fait que le mec, il a trouvé la faille. La vraie question, c'est comment ça se fait que ça te fait un effet pareil. Ça veut dire que tu n'as pas fait le travail d'intégration. Tu n'as pas fait le travail de finalisation. Tu n'as pas fait le travail de devenir ce que tu as appris. C'est pour ça que ça fait de l'effet. Vous me suivez ou non? Parce que quand le bateau, il est construit, et il est soudé, il est fini, il est vérifié, vous savez, c'est ce qu'est un brise-glace. Vous savez, ces bateaux-là qui vont là-bas, dans la banquise, et qui cassent la glace. Mais déjà, d'avancer dans l'eau, c'est pas évident, il y a la force de frottement. Mais quand tu as 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de glace, mais quelle puissance il a le bateau pour continuer à avancer dedans comme s'il n'y avait rien. Donc c'est ça que tu dois être. Tu dois être un bulldozer. Tu dois être une machine. Ouais. Mais tu peux pas être remis en cause parce qu'il y a un petit peu de banquise et en prétextant que ça jette un froid. Tu dis non. Moi j'ai un cap, moi j'ai un objectif, moi j'ai un cheminement, moi j'ai une famille, moi j'ai des valeurs, moi j'ai une religion, je continue mon chemin, j'avance. C'est pour ça que c'est marqué ici, c'est pas marqué les ma'an li ira, c'est marqué les ma'an il mode les ira. Vous avez compris ou non? Ça veut dire que ici c'est marqué que tout ce que tu obtiens, c'est par l'apprentissage qui t'a fait devenir. Encore une fois, les gens, par paresse existentielle, ils essaient de trouver des trucs pour éviter l'apprentissage, pour éviter le travail, pour éviter l'effort, pour éviter... Mais c'est dommage, parce que ce que tu évites, en fin de compte, c'est la garantie de ce que tu ne deviendras pas. Alors que quand tu te confrontes, tu lèves les haltères, tu fais le Krav Maga, ouais, tu ouvres, tu apprends tes Gemarot par cœur, tu te casses la tête sur le Raphaïm, tu finis le Mishnah Brura, ben tu connais, et tu as la force. C'est pour ça que c'est très bizarre que les gens qui arrivent à des très hauts niveaux dans les sports de combat ne se battent jamais. Moi, toujours, quand j'attrape des mecs, des champions du monde de Krav Maga, je leur demande, mais ça vous arrive de temps en temps d'éclater un gars? Il est dit, ça se présente pas. Pourquoi? Parce que le petit voyou, qui a envie de frapper un pauvre type, quand il vient comme ça, il fait alors, et il voit que le gars ne bouge pas. C'est lui qui commence à faire sur lui. Parce qu'il dit, comment? On est 8 et t'as pas peur? Le mec, il dit, bah, c'est quand vous voulez. Il dit, moi, j'entraîne le GIGN. Maintenant, si vous voulez, on peut faire une petite bagarre à la Courneuve. Le mec, il dit, ah bon, vous entraînez le GIGN? Oui. Et ces mecs-là, à 1, ils en prennent 4. Et moi, là-bas, j'en prends 12. Et vous deux, vous voulez me frapper. Allez-y. Essayez de laisser un mot à votre maman, quand même.
Tu dis, le mec, il est tellement sûr de lui, il y a deux solutions. Soit il est fou, soit il est fort. Donc ça veut dire que ces années d'entraînement, ils lui ont donné une nature à l'intérieur dans laquelle la vibration de la peur, la vibration de la remise en cause, la vibration de la susceptibilité, elle ne rentre pas puisqu'il est plein. C'est un métal massif majeur. Ça rentre pas. C'est ça les manil mad, les ira. Vous avez compris ou non? Parce que celui-là, il est roi. Donc il va être décisionnaire pour tout Israël. Toute la destinée d'Israël, elle va dépendre de comment il va agir. Donc s'il est un peu léger, le mec, ou s'il est nerveux, ou s'il est susceptible, ou s'il est khmar, ou s'il est lourd, mais il y a des millions de morts qui vont mourir à cause de lui dans les mauvais choix qu'il va faire. Donc il est obligé d'être un surhomme. Ça va? Eh ben toi, t'es pas roi de ta vie, toi? T'es pas décisionnaire de ta vie? T'es pas l'orientateur de ta famille? T'es pas celui qui doit rassurer ta femme? T'es pas celui qui doit éduquer tes enfants? Donc t'es un mélère aussi. Chacun, il est mélère de sa vie. Donc tu dois avoir les qualités du mélère. Maintenant tu dis, ok, mais ça ne va pas s'étendre sur le même champ d'application parce que finalement je suis responsable de 4 personnes alors que lui il est responsable de 19 millions de personnes. Ok, le champ d'application, c'est vrai. Mais les études, c'est les mêmes. Parce que quand tu dois enseigner à 4 élèves ou à 400 élèves, c'est la même pédagogie. Maintenant, quand tu n'es pas pédagogique, tu dis, oh bon, je ne suis pas pédagogique, ok, mais c'est pas grave, c'est pour 4 élèves. Non, tu n'es pas pédagogique pour 4 élèves et tu n'es pas pédagogique non plus pour 400 élèves. Ça va? C'est comme quand tu stresses de dire comment je vais faire un magasin, comment je vais faire un magasin, d'accord? Les stocks, le stress, le prud'homme, le client, le truc. Mais réfléchis, le mec qui gère 150 magasins, comment il fait? Il dort la nuit, lui? 150 magasins, 150 responsables de magasins, 450 employés, 17 000 produits, 23 000 références, 113 millions d'euros investis. Il doit passer sa vie à faire la diarrhée, lui, toute la journée. Parce que si toi, tu as mal au ventre parce que le camion, il arrive en retard, lui, il a 150 magasins qui tournent. Mais tu sais ce qu'il a fait, le mec? Il a fait un magasin, il a fait un deuxième magasin, il a fait un troisième magasin, il n'a pas fait 150 magasins. Il a fait des magasins et des magasins et des magasins. Et chaque magasin, il lui a donné un strate de maturité. Maintenant, il voit 150 magasins, comme toi, tu vois un magasin. C'est comme les gens qui ont des grandes familles. Les mecs, ils ont 2 gosses, ils disent oh, j'en peux plus, pourvu qu'ils meurent. Mais comment ils font les gens qui en ont 13, et 14, et 15, et 21, que toi, tu crois que c'est une équipe de foot? Moi, je me rappelle, des fois, on allait à l'embarquement des avions, ils nous disaient, mais quel est le chef de groupe? Je dis, mais non, c'est une famille. Ils ne croient pas. À l'époque, vous savez, il y avait les noms sur les passeports, il y avait le nom des enfants sur les passeports. Ouais. Donc, moi, au Hachem, j'ai une grande famille. Donc, le douanier, il prend mon truc, il me dit, oh, il était avec son copain, il dit, oh la vache. Alors moi, je lui dis, écoutez, je ne vous permets pas de parler comme ça de ma femme. Le mec, il me dit, mais je ne parlais pas de votre femme, mais un nombre d'enfants pareil. Je dis, mais attendez, il n'y a que les déclarés, là. Parce qu'ils sont tellement dans une norme de 1,7, j'ai jamais compris. Il y en a un qui va naître sur la tête. Ouais, d'accord. Que quand tu leur dis que tu as dépassé l'équipe de foot avec les remplaçants, le gars, il croit que tu es un malade. Alors qu'en vérité, c'est une bracha. Vous ne pouvez pas comprendre, vous, faire la douche à 5 gosses en même temps. Faire 3 repas, selon l'âge. Finir les devoirs avec l'un, démarrer avec l'autre. Vous ne savez pas ce que ça veut dire? Ouais. C'est des olamotes, des mondes. Mais Baruch Hashem, la satisfaction, elle est là. D'accord? Ou le contraire. Tu dis, j'en fais 2 parce que le choix du roi, une fille et un garçon. Manque de peau, une, elle fait la gueule. L'autre, il n'est pas sûr exactement de ses choix futurs au niveau partenaire. Tu dis, je vais mourir. Blindé d'air. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toi, tu t'engages, le bon Dieu va t'aider. Toi, tu sais que tu vas les nourrir, tu sais que tu vas les accompagner, tu sais que tu vas les emmener à la choupa, et tu fais ce que tu as à faire. Toi, tu as emprunté l'argent, tu sais que tu vas le rendre.
Ouais. Toi, tu démarres le cycle d'études, tu sais que tu veux le finir. Toi, tu veux faire cette page de Guémara. Toi, tu veux finir d'écrire ce livre. Toi, tu veux créer cet orphelinat. Tu vas faire des choses dans ta vie. Il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des échecs, il y aura des obstacles. Mais toi, tu es parti pour le faire. Ouais. Alors toi, tu crois que le fait de l'avoir fait, c'est-à-dire toi, tu crois que tu avais les acquis pour pouvoir le faire. Alors qu'en fait, c'est en le faisant que tu es devenu la personne qui était apte à le faire. Parce que personne ne naît parent. Personne ne naît époux. Donc, si vous voulez ou non. Personne ne naît patron. Personne ne naît chercheur. Mais tu es devenu chercheur. Comment? En cherchant. Tu es devenu mari, en te mariant. Mais pas la roupa, ça c'est rien, ça c'est juste les starting blocks. C'est tout le travail que tu as fait sur les 10 premières années de mariage qui a fait que tu es devenu un mari. Quand tu es devenu un parent, à force de t'occuper de tes enfants, tu es devenu parent. Après tu dis, mais attends, mais tu as une intuition incroyable, tu les comprends du premier coup, tu sais exactement ce qui se passe dans leur tête, tu anticipes déjà sur des mal-être. Comment tu fais ça? Parce que tu es parent. Mais tu n'es pas parent une fois par an. À la fin de l'année, tu passes de classe? Sartec, mon fils, à l'année prochaine. Alors ça, c'est parent une fois par an. Mais quand t'es parent 24-24, 7-7, eh ben, il te vient des intuitions de parents. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que la vie, c'est des étapes. Hachem, il crée ces étapes. Maintenant, chaque étape, elle te fait passer à un autre niveau. Et chaque étape, elle te demande un effort, mais en même temps, elle te donne un résultat. Si toi, tu es malin et que tu acceptes ce que Hachem te propose, et si toi, tu prends conscience que c'est vrai qu'on te demande un effort, mais tu sais que cet effort, il va t'apporter la récompense de la satisfaction d'avoir atteint le niveau qui est donné par cet effort. Donc tu vas passer d'une étape à l'autre, et à chaque fois, la vie, elle va te donner la satisfaction d'avoir atteint ce résultat. Tu t'affolais pour le boulot, finalement tu maîtrises. Tu t'angoissais pour la naissance du deuxième, et maintenant tu en as 9. Ouais, tu disais, mais comment je vais faire? Je suis fou, j'ai levé la main à cette vente aux enchères pour l'appartement. Ok, maintenant tu t'en gères 14. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tu vois, une étape. Mais ici, il y a 2 secrets. Il y a un premier secret, c'est que chaque étape, en fin de compte, est souvent celle qui précède la prochaine. Comme souvent, aujourd'hui, c'est la veille du lendemain, souvent. Ouais, bien qu'on dise c'est pas demain la veille, eh ben c'est pareil. Quand toi, tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas et tu sais où tu es dans une trame et tu avances. D'accord? Donc numéro 1, de suivre comme ça un plan, encore une fois, qui est une succession d'efforts et de satisfaction. Effort que tu as fourni, satisfaction de ce que tu es devenu. Effort que tu vas fournir, satisfaction de ce que tu es devenu, ce qu'on appelle en français l'escalier. L'escalier, c'est une hauteur à monter et une marche pour se reposer. S'il n'y a que des hauteurs, tu meurs, ça s'appelle une falaise. S'il n'y a que des satisfactions, ça s'appelle la platitude, ça s'appelle la Belgique, d'accord? Ça veut dire que le plat pays qui est le mien. Tu dis, je n'ai pas fait d'effort, mais je n'ai pas été déçu. Je n'ai pas pris de risque, mais je n'ai rien gagné. Mais je n'ai pas perdu. Bah si, tu as perdu la personne que tu aurais pu devenir. Donc on a besoin des étapes. Et on a besoin d'être dans le mouvement. Mais, deuxième secret, on ne doit pas te couper le mouvement. Pourquoi? Parce qu'on a dit, quand tu lâches l'élastique, il revient au départ. C'est ça que c'est marqué, Mi ya'ale be'ar Hashem ou mi yakum bimkom kocho. Qui va monter sur la montagne d'Hachem, ouais, et qui va se maintenir dans son sanctuaire, dans son endroit saint. Ça veut dire que nous, on doit faire beaucoup d'efforts pour s'élever et on doit aussi faire beaucoup d'efforts pour se maintenir. D'accord? Tu vas avoir une grosse discussion avec ta femme
vous allez tirer des enseignements, vous allez fixer des règles, mais le plus difficile maintenant, ça va être de garder ces règles. Parce que si dans 3 jours, tu baisses les bras, elle a dit, bah tu vois, t'as pas de perpétuité dans l'effort, et toi tu dis, écoute, moi j'ai dit ça pour te faire plaisir, et voilà. Donc qu'est-ce que tu fais, toi? Tu construis, tu casses, tu construis, tu casses, tu construis, tu casses. Après tu dis, c'est bizarre, il n'y a rien. Vous savez, il y a un gars, il a créé un immeuble, il était en pleine construction. Et puis, tous les jours, il avait une super équipe, tous les jours, il montait un étage. C'est un truc de folie, comme en Chine. Chaque nuit, il monte un étage. Et puis, le gars, il a un gros problème, il a des terroristes qui viennent sur le chantier et qui le fracassent le travail de la journée. Du coup, il n'arrive pas à dépasser le 2e étage, parce qu'à chaque fois qu'il fait le 3e, il y a une équipe qui vient et qui le détruit. Et le gars, il n'arrive pas à savoir qui. Alors, il engage un détective. Le détective, il fait 3 semaines d'enquête. Au bout de 3 semaines d'enquête, il le convoque et dit, il faut que je vous donne les conclusions. Il a dit oui. Mais vous allez être choqué. Il dit oui, je suis prêt. Vous m'avez engagé pour savoir qu'est-ce qui détruit le travail accompli dans la journée. Il m'a dit oui. Eh bien, la personne qui construit le jour, c'est celle qui détruit la nuit. La même personne qui fait des efforts incroyables pour s'arranger avec la personne, c'est la même qui, dans une crise de colère, détruit tout ce qu'elle a développé. La même personne qui fait des efforts incroyables pour atteindre un certain niveau dans la Torah, c'est la même personne qui va faire des avérotes, qui va lui détruire tout le rapport qu'elle avait avec le divin par la mitzvah. La même. C'est ça le problème. C'est que c'est la même. Vous suivez ou non? Si c'était quelqu'un d'autre, tu pourrais dire, eh ben écoute, il faut se préserver des influences extérieures. Mais le problème, c'est que l'influence extérieure ne peut se développer à l'intérieur que parce qu'à l'intérieur, il y a quelqu'un qui prend le relais de cette influence extérieure. Donc, ok, il y a des mauvaises influences, mais tu les confortes. Ok, il y a des gens qui te parlent mal, mais tu le prends mal. Ok, il y a des gens qui donnent des mauvais conseils, mais toi, tu les écoutes. Donc, tant que tu t'es pas débarrassé de l'ennemi qui est en toi, ça sert à rien de légitimer l'ennemi qui est devant toi. Ça s'appelle Miyakum Bimkom Kocho. Miyakum, qui va se maintenir Bimkom Kocho dans le lieu de son sanctuaire. Donc, pourquoi on parle de ça? Parce que, vous savez, les bénis d'Israël, ils étaient en Égypte. Et puis ils sont sortis d'Égypte. Vous êtes au courant, je pense. Puis à un moment, il s'est passé un truc incroyable. C'est que Moshe, il a dit, écoutez, je pars pour recevoir la Torah. Et malheureusement, d'après leurs calculs, Moshe Rabbeinu n'est pas revenu. Et à ce moment-là, ils ont eu une panique incroyable. Ils ont cru que Moshe Rabbeinu était mort. Ils ont cru que Moshe les avait abandonnés. Ils ont cru que Moshe ne reviendrait plus. Ils se sont retrouvés 3 millions de personnes dans le désert. Ouais. Alors on était tranquilles, on était en prison, on était nourris, on était logés, on était fouettés. Ce qui est bon pour la circulation du sang. Et voilà que maintenant on se retrouve perdus, abandonnés, sans notre père spirituel, sans notre guide. On est jetés. Ouais. Et là, ils ont fait le veau d'or. Tout le monde connaît l'histoire. Ok. À cause de ça, ils ont été punis. À cause de ça, il y a eu des centaines de morts. À cause de ça, jusqu'à aujourd'hui, on répare la faute du veau d'or. Mais de vous à moi. Et vraiment, je voudrais que ça reste entre nous, plus vous tous. Tout ce qui arrive de bien ou de mal est nécessaire. Vous suivez ou là? Donc, cette absence de Moshe Rabbeinu, qui a mal été interprétée par les bénis Israël, les a mis en situation de se dire, est-ce que maintenant, puisque notre guide spirituel n'est pas là, eh ben nous allons nous prendre en main, et nous allons nommer un autre, et nous allons faire l'expérience de notre crainte de Dieu acquise, ou alors nous allons craquer. C'est comme un enfant. L'enfant, il a grandi, école juive, Kashrut, Talmud Torah, truc. Maintenant, il a fait son école d'ingénieur. Et maintenant, il a fait sa fac. Ok. Et maintenant, il va pour partir à Shanghai, en stage de finance, pour 3 ans. Alors son père, il lui dit, tu sais, mon fils, tu vas partir à Shanghai. D'accord?
Il n'y a pas que des tzadikim là-bas. Il y a des tentations. La cache-route, ça ne sera pas forcément évident. La prière, ça ne sera pas forcément évident. Les soirées, les vitamines, c'est pas évident. Tu vas être dans un milieu qui n'est pas évident. Alors mon fils, est-ce que tu vas être sur les traces de l'éducation que tu as reçue, ou maintenant tu vas dire waouh, plus de limites, plus de parents, plus prise de tête, allez, à moi le... Nous on pense qu'un enfant, quand il est bien éduqué, là où il sera bien. Maintenant tu peux dire il y a des circonstances, il y a de la fragilité, mais l'accident, il est symptomatique de la fragilité. Vous savez, quand une voiture elle a eu un accident et qu'elle a été écrasée à l'avant, on a des machines pour retirer la carrosserie et après on doit la faire passer au marbre pour lui redonner l'agrément pour rouler. Maintenant, il y a des mecs qui connaissent les inspecteurs, ils s'arrangent, ils connaissent le garagiste, ils s'arrangent. Ok, tu as réussi à ne pas jeter ta voiture à la casse. Mais réfléchis bien qu'à cet accident-là, le moteur s'est écrasé et toi, tu es sorti vivant. Mais au prochain accident, tes jambes, on va les retrouver dans le coffre, à l'arrière. Parce que la voiture, elle a déjà été pliée. Donc toi, tu dis, quel accident effroyable. Le choc a dû être incroyable. Mais pas du tout. C'est la voiture qui était fragile. Donc maintenant, les gens, ils sont choqués de ce qui arrive dans leur couple. Mais ce qui est intéressant, c'était le terrain qui était préliminaire. Ouais. Ils sont choqués de faire un burn-out incroyable. Mais ce qui est intéressant, c'était le niveau de fragilité qu'ils avaient cumulé pendant des années. Ouais. Ils sont choqués de la réaction de la personne qui part dans une haine incroyable. Mais tu crois que c'est parce que tu l'as vexée en sortant de l'ascenseur. Mais ça fait des années qu'elle mourait de ta réussite. Et ça, c'était juste l'étincelle qui a mis le feu aux 300 litres d'essence. Mais qui c'est qui a ramassé l'essence? Vous me suivez là? Donc les gens intelligents, au lieu de soigner le symptôme, ils renforcent le terrain. Parce que quand le terrain est fort, le symptôme n'arrivera pas. Mais si toi, tu veux soigner les symptômes et tu ne gères pas le terrain, ben le terrain reste fragile et tu passes d'un symptôme à l'autre. Et après, tu diras, c'est marrant, mais ça se terminera jamais, mais j'en peux plus des antibiotiques, après des antiseptiques, après des antiprismapétiques et après des antitminiques. Ben peut-être qu'il faudrait que tu renforces ta émouna, peut-être qu'il faudrait que tu crées de la solidarité dans ton couple, peut-être qu'il faudrait que tu apprennes à vivre ta religion de manière éclairée, peut-être qu'il faudrait que tu t'investisses plus dans ton corps, peut-être qu'il faudrait que tu apprennes à t'aimer au lieu de te défendre contre tous les gens qui t'attaquent. Donc vous avez compris que l'idée c'est quoi? C'est que quand ils ont perdu Moshe Rabbeinu, il y avait deux possibilités. Soit ils se disaient, de toute façon, il allait bien mourir un jour, et donc on doit s'organiser pour continuer, parce que le père est mort, mais le fils est vivant. On pense même des fois que le fils naît le jour de la mort du père. Parce que tant que tu comptes sur le père, tu ne veux pas naître. Et des fois, l'ombre du père, elle est tellement épaisse qu'on a du mal. Mais quand le père s'en va, on se tourne vers le fils, on dit alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et lui dit, attends, on va demander à papa. Chiffre-le, papa. Donc tu vois que le fils, il est né quand le père est parti. Et bien quand Moshe Rabbeinu est parti, normalement, il y a un autre dirigeant, il y a un autre niveau de peuple qui va se lever avec maturité pour assumer. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait le veau d'or? D'accord? C'est pareil, toi tu t'arranges pas avec ta femme, pof, adultère. Pourquoi tu fais de l'adultère? Eh ben écoute, elle m'écoute pas, elle me prend la tête, elle me saoule, elle a grossi. Mais va t'arranger avec elle, c'est la mère de tes enfants. Mais non, là j'ai un kit tout prêt au boulot, elle se maquille, elle est sympathique, elle est rigolote. En plus elle est avenante, et puis elle est pas difficile, et puis elle a tellement souffert avec le monstre qui l'a tuée, qu'avec moi elle se sent épanouie. Je dis ok, mais l'autre, t'as 20 ans de travail avec elle, et l'autre elle vient d'arriver, une stagiaire. Comment t'as fait pour basculer dans le veau d'or, alors que t'étais en plein Matan Torah? Ok, tu vas légitimer, tu vas m'expliquer le pourquoi du comment. Mais c'est pas normal. Comme tu vois des gens,
En 2 jours, ils lâchent tout. Le Shabbat, la cacheroute, la tout. Ils ont perdu leur père, ou ils ont une angoisse, ou sont déçus d'un rabbin. Tac, ils lâchent tout. Moi, ne prenez pas mal, hein. Mais quand tu es chômeur Shabbat, tu es chômeur Shabbat. Vous suivez ou non? Et tu perds un enfant et tu es chômeur Shabbat. Et tu es amputé des 2 jambes et tu es chômeur Shabbat. Et quand tu n'es pas chômeur Shabbat, ouais, c'est pas la perte de l'enfant qui va changer quelque chose. Parce que de toute façon, tu n'es pas chômeur Shabbat. Parce que les gens, à Auschwitz, ils étaient chômeurs Shabbat. À Birkenau, ils faisaient circuler des téphilines. Et toi, à Neuilly-sur-Seine, tu sais plus où tu les as mis. Donc ne dis pas, vous savez, Rav, j'étais chômeur Shabbat, hein, mais j'ai eu une très grosse déception, je suis plus chômeur Shabbat. Non, c'est pas grave. T'étais pas chômeur Shabbat. Mais si, je non, tu pratiquais le Shabbat. Tu étais un folklorique du Shabbat. Tu trouvais sympa le Shabbat. Ça te faisait plaisir de manger la dafina. Mais t'es pas chômeur Shabbat. Quand t'es chômeur Shabbat, c'est pour la vie, maman. Quand t'es marié, t'es marié. Maintenant, elle a vieilli, t'es marié. Vous êtes engueulé, t'es marié. Elle a fait une très très grosse bêtise, t'es marié. Mais si à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu remets en cause le mariage, la vraie question, c'est pas est-ce qu'il y a des choses qui remettent en cause. La vraie question, c'est est-ce que tu es marié? Eh bien, la Torah, c'est pareil. Un jour, si Dieu veut, tu vas dire, je suis juif, je vais étudier la Torah, je veux faire une vraie teshuva, et je vais tenir. C'est pour ça qu'on donne cours tous les mardis. C'est pas pour l'ambiance. Sinon, vous allez voir Gad. Ouais. Mais il arrive les vacances. Mon cher Rabbeinu, il va partir. Il va rester, joint les pains, bon, c'est plus très à la mode. Tel Aviv, Eilat, l'ambiance. La chaleur, c'est pas évident, la pudeur, quand il fait chaud. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais Ramen Chitrit, moi je suis pudique, moi en hiver. Mais en été, je peux pas, je suis un sac de viande, j'arrive plus. Ouais. C'est peut-être ça ton mérite. Et les hommes, c'est pareil. D'accord? Donc il va y avoir 2 mois de vacances. Et rappelez-vous, je le dis tous les ans, mais je le répète, que Rosh Hashanah tombe juste après les vacances. Ça s'appelle « Faisons les comptes ». Maintenant, si pendant 1 an, tu t'es préservé, tu as étudié la Torah, tu étais au minyan tous les jours, tu as fait attention à ta cacheroute, tu as préservé tes yeux, tu as étudié la Torah, et pendant les 2 mois, tu pars en cac, tu pars en sucette, tu pars en vrille, tu fais n'importe quoi, n'importe comment, sous prétexte que tu as trouvé une promotion pour aller étudier dans la yeshiva de Rabbi David Guetta, le rav de Ibiza. Et tu reviens tout bronzé, je te dis, dans quelle yeshiva tu as attrapé ce bronzage? Et si tu as passé 1 mois et demi en Israël, tu as bien fait 1 an de yeshiva chez Rav Ron Shaya, 1 semaine, 2 jours, rien. J'étais tellement occupé. Et là, tu avais toutes ces hôtesses d'accueil. Je ne sais pas dans quelle ville j'étais un jour. Je crois que j'étais à Tel Aviv. J'étais choqué de 2 choses. J'étais choqué du nombre de chiens. Incroyable. Et de centaines de milliers de cartes de visite qui traînaient par terre. J'étais sûr que c'était du dépannage. Alors que c'était de la prostitution. Tel Aviv, la ville sainte. Maintenant, allez en vacances à Tel Aviv. Mais ne faites pas des choses irréversibles. Ne faites pas des choses que vous allez regretter. Ne faites pas des choses qui vont vous polluer. D'accord? Vous êtes en Israël. Vous êtes à 10 minutes de Bnei Brak, la plus haute concentration de Kedusha du monde. Ouais. C'est-à-dire que c'est des milliards de neurones en culture au centimètre carré. Tu croises un gars, il a écrit 24 livres. Celui-là, il a écrit 12. Celui-là, il a une yeshiva de 200 élèves. Celui-là, il a le contraire de certains endroits où tu as le vide complet. Ouais. Donc, quand vous avez le libre arbitre entre les deux, donc, essayez de ne pas gaspiller tous les acquis de l'année. Même si vous n'êtes pas très très religieux, même si vous n'êtes pas des chassidim,
même si vous n'êtes pas des grands pratiquants, mais faites attention. Ouais. Parce que on peut s'amuser, faire des jeux dangereux, mais on ne joue pas à se couper une main pour voir qu'est-ce qu'on ressent. Et bien c'est pareil. On va te proposer des choses, des expériences, des trucs bizarres. Tu te dis, j'ai pas besoin. Mais tu sais, c'est un truc très fort. Ça te déchire, tu vas planer. J'ai pas besoin. Parce qu'après, tu vas venir ici, tu vas me dire, Rav, j'ai vu Avraham, Yitzhak et Yaakov qui montent à la Torah. Tu vas dire, Rav, je pense que je suis Mashiach. Je vais te dire combien par jour et combien de temps. Tu vas me dire, non mais Rav, ça n'a rien à voir. C'est que de l'herbe. Oui, c'est que de l'herbe. Mais toi, t'en as brouté. Donc c'est normal que maintenant tu marches à quatre pattes. En bêlant. Donc faites-moi plaisir. Préservez-vous. Allez vous reposer. Videz-vous de la tête. Prenez du recul. On a dit on met en place un cours par semaine sur Internet. Vous inscrivez au Facebook. Vous le recevez et vous le regardez et vous réfléchissez. Et vous pouvez aussi réfléchir en vous baladant à Tel Aviv. Et vous pouvez réfléchir en vous promenant à Yerushalayim. Et vous pouvez réfléchir en étant sur la côte d'Azur. C'est pas grave. D'accord ? Mais il ne faut pas que vos vacances soient synonymes de postes vacants. Il ne faut pas que votre judaïsme devienne vacant pendant les vacances. C'est juste une autre manière de vivre son judaïsme. Donc quand vous allez vous casser la tête pour avoir des discussions avec des copains, quand vous allez vous organiser un petit minyan là-bas, je sais pas moi, en Espagne, d'accord, quand vous allez vous trouver une solution pour manger cachère comme il faut, quand vous allez aller demander la cache-route de la boulangerie là-bas dans le village de perdu à côté de Vence, ouais. Quand vous allez acheter la grille, d'accord, pour pouvoir utiliser le barbecue, quand vous allez vous prendre la tête pour aller le tremper, vous êtes en train de fabriquer le judaïsme des vacances. C'est pas facile, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de rave, il n'y a pas la... Et vous allez vous débrouiller, vous allez téléphoner, vous allez vous arranger, vous allez faire le judaïsme des vacances. Et le judaïsme des vacances, ouais, eh ben, il va être représentatif des acquis que vous avez eus pendant toute l'année. Mais si vous dites, bah, écoutez, écoutez, c'est pas cachère, il faut bien qu'on mange, ok. Après vous dites, bon, ok, bon, ben, écoutez, c'est vrai qu'il y avait du porc juste avant dans la poêle, mais maintenant, j'ai pris que du poisson. Mais de qui je me fiche ? Il vient de cuire une côtelette de porc, il te met un poisson, tu manges. Tu dis, mais j'ai pris une salade. Mais arrête tes salades. Chaque insecte dans la salade, ça correspond à 5 fois du cochon. 30 grammes de cochon, tu transgresses l'interdit de la Torah. Un insecte, c'est 5 fois le cochon. Ça veut dire que tu prends 150 grammes de cochon par insecte. S'il y en a 10 dans la salade, t'en es à 1,5 kg. 1,5 kg de cochon pour une salade. Tu dis, mais j'ai qu'une salade. Il dit, mais qui c'est qui a vérifié la salade ? Eh bien, c'est pas grave. Tu vas chez le petit commerçant, tu t'achètes ton iceberg, tu la nettoies, tu la rinces et tu la manges. Tu dis, oui, mais c'est compliqué. Mais dans compliqué, il y a appliqué. Parce que tu manges les insectes, après ça fait Tim Toumalev, après tu dis, j'arrive plus à me concentrer dans la prière, après j'ai des idées noires qui me montent, après d'un seul coup je remets en cause l'existence de Dieu. Mais c'est rien que le Tim Toumalev. Les avérotes que tu fais, ils bouchent les canaux de la spiritualité et d'un seul coup tu te retrouves à oser des choses que tu n'osais pas. Alors, t'oses pas ou pas t'oses ? Donc tu fais attention à ta cache-route, tu t'organises pour être dans un immeuble où tu pourras garder le Shabbat, tu te débrouilles pour trouver un petit minyan pas trop loin, même si tu dois marcher 1 heure, tu te débrouilles pour rester de Sanois malgré qu'il fait chaud. Et en fin de compte, quand tu reviens au mois d'Elul, quand tu reviens au mois de septembre, parce que le premier mardi de septembre, ça sera la reprise du cours, si Dieu veut, eh ben, je te regarderai comme ça et tu me diras, su. Et moi je te dirai, tu me diras, su. Je dis, ok, on y va, on redémarre dans la Kedusha, dans la pureté, pour arriver à Rosh Hashanah avec la tête haute, plutôt que de rentrer à la synagogue comme ça, en se disant, d'où ça va venir ? Qu'est-ce que je vais prendre dans la gueule ? Ouais. Voilà. Alors, Chazak Baruch, bonnes vacances, que du bonheur, que du bien, que du nachat. Pour ceux que ça intéresse, demain soir, il y a cours à Villiers-le-Bel. Jeudi, il n'y a rien.
Et après, pendant l'été, du 8 au 17 juillet, il y aura cours en Israël tous les jours, dans des villes différentes. Le programme, il est sur Internet. Et vous n'oubliez pas, vous avez encore l'application iPhone, Rav Ben Chetrit. Vous avez le Facebook, Ben Chetrit Echia. Vous avez le site Internet pour pouvoir continuer. Et bien sûr, vous avez d'autres rabbanim, d'autres endroits, d'autres livres. Hazak Ovaru. Alors, on dédie le cours pour la Refoua Shelema de tous les malades d'Israël et en particulier pour